Bonjour, je suis Sandra Hernandez, enfin connue comme Sandra Hernandez, mais mon nom d'origine c'est Sandra Monet Descombé Hernandez, donc c'est un peu long. Je suis donc professeure des universités à l'Université de Lyon 2 depuis presque une dizaine d'années en littérature latino-américaine. Avant, j'étais MCF à Nantes, même chose en littérature. Et donc, ma spécialité, c'est plutôt la poésie, déjà à Nantes, sur mon premier poste, et après, encore aujourd'hui. Et donc, on va dire mes spécialités, enfin, c'est plutôt Cuba, la Caraïbe, donc la poésie, mais aussi toutes les expressions littéraires, artistiques, culturelles. Alors, la thèse donc s'appelle université, oui. Donc, je l'ai soutenue justement à l'Université de Paris 8 Saint-Denis en études hispaniques et latino-américaines. Donc, le titre, c'est Unité et diversité du discours de l'identité culturelle dans la poésie caribéenne contemporaine. Donc, sous la direction de Paul Estrade, et je l'ai soutenue en janvier 99. Voilà. Donc, en fait, c'est une thèse que j'ai commencée à Cuba, qui devait être en espagnol. Enfin, le titre a un peu changé dans la poésie de la Caraïbe, parce que je voulais que la Caraïbe au singulier apparaisse. Bon, c'est resté comme ça. Mais donc, j'ai écrit cette thèse plutôt dans l'année, fin de l'année 97 et durant l'année 98 jusqu'à la soutenance, enfin, début, voilà, début, je ne sais plus quand on l'a remis, en octobre, je crois que c'était à l'époque. Hein. Voilà. Donc, c'est une thèse, en fait, où il n'y a pas de, elle n'a pas été publiée. Elle est en version papier, bien sûr, mais moi, à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. Nous, on faisait tout manuellement, hein, et après, on faisait taper. Donc, normalement, il doit y avoir peut-être encore des exemplaires de cette thèse à Paris 8, puisqu'elle a été soutenue à Paris 8, Saint-Denis. Eh bien, alors après, justement, je te poserai des questions sur... ça paraît incroyable de devoir taper ou de faire taper sa thèse, tu vois. Donc ça, j'imagine que ça devait être une sacrée aventure. Les corrections, quand tu avais une coquille sur une page, ça devait être affreux. Mais commençons par ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant d'arriver à faire une thèse? Est-ce que tu as fait des études en Voilà. France, à l'étranger, une licence? Comment tu es venu, en gros, à la poésie caribéenne? Ça va peut-être être un peu long, mais bon, c'est... Donc, moi, si vous voulez, quand je suis née à Cuba, de parents français, et donc je suis venue en France très petite, hein, j'ai oublié l'espagnol que je parlais quand j'étais petite à l'école, et durant toute mon enfance et ma jeunesse, hein, mon rêve, c'était l'espagnol. J'ai réappris l'espagnol au collège. Là, c'est les années 70, hein, c'était la belle époque, on va dire. Et donc, j'ai gardé contact avec l'espagnol, même si je ne le parlais plus trop à la maison, bon, un petit peu avec mes parents, mais disons que j'ai réappris l'espagnol à l'école, mais aussi dans les textes, dans la poésie. Hein. Les poètes, justement, ceux que je vais travailler après, José Martí, Nicolas Guillén, tous les poètes, Neruda, tous les poètes qu'on pouvait entendre dans les chansons. Hein, parce que Mm. dans ma jeunesse, les chansons latino-américaines s'écoutaient beaucoup. Hein, et on avait en direct. Il y avait beaucoup de concerts, années 70-80, d'Amérique centrale, bien sûr de Cuba et de toute l'Amérique latine. Donc en fait, mon rêve, jusqu'au bac et jusqu'à arriver à la fac, c'était d'apprendre l'espagnol, de me spécialiser dans l'espagnol. J'étais bonne en littérature, en français, j'étais bonne en langue. Et donc, j'ai commencé mes études d'espagnol à la Sorbonne, à Paris 4. J'ai fait quelques temps à Paris 4 et après, je suis passée à Paris 3 pour faire la mention FLE, la licence mention FLE, toujours d'espagnol, parce que mon rêve, c'était de revenir à Cuba et d'y habiter, de connaître le pays où j'étais née. Voilà. Donc, j'étais revenue une seule fois avec mes parents en vacances, c'était en 79, donc j'avais une quinzaine d'années, donc ça a été la grande révélation. Donc, à partir de ce moment-là, mon but, c'était retour, casse départ à Cuba. Donc, il a fallu un certain temps. Donc, j'ai fait des études à Paris, à la Sorbonne. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, l'Amérique latine était présent, mais pas beaucoup. Mm. J'ai eu quand même quelques cours de précurseurs, hein, comme M. Thomas Gomez,
Itamar, Olivares, enfin, on a eu quand même quelques cours d'Amérique latine. Mais bon, en tout cas, en DUG, c'était le DUG à l'époque. La licence, en fait, la troisième année, je l'ai faite à Paris 3, où j'ai eu des profs comme Alfred Melon, et voilà. Et donc, mais dans cette formation, dès la première année, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu les cours de Claude Couffon à Paris 4. À l'époque, on avait quand même quelques heures à l'Institut d'études hispaniques. On allait tous à Clignancourt faire des cours. Alors moi qui habitais au sud de Paris, c'était un peu fatigant, avec 3 heures de transport. Mais bon, c'était quand même la Sorbonne. Donc j'ai eu la chance, avec Claude Couffon, de travailler sur la poésie de Nicolas Guillen. Et puis, il nous avait fait aussi la biographie Un cimarrón de Miguel Barlet. Donc, je connaissais un petit peu. Et c'est vrai que déjà avant, dès les 12, 13, 14 ans, je m'intéressais beaucoup à Cuba, bien sûr, mais aussi toute la Caraïbe. Et tout ce qui était autour de l'Afrique, la musique, j'avais, et bien sûr, l'Amérique latine, mais j'aimais bien aussi cette histoire-là. Je me souviens avoir acheté un de mes premiers livres quand j'ai eu un petit peu d'argent. C'était le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. J'avais 18 ans. Donc, après, tous ces gens-là, je les ai retrouvés, mais plus tard. Quand j'ai fait ma licence, bon, j'avais pas trop envie à l'époque de travailler dans le secondaire en espagnol. J'avais fait un petit peu, j'étais maîtrox, j'avais fait des remplacements et c'est vrai que l'espagnol à l'époque était encore très traditionnel. Moi, j'étais formée en FLE, donc il y avait quand même, c'était le début des méthodes communicatives, c'était très dynamique. J'avais envie d'enseigner, moi, je voulais enseigner. Bon, enfin, il s'est trouvé que donc j'ai fait le FLE, je me dis ça peut me servir, j'ai fait une maîtrise de FLE, j'ai bifurqué un peu, j'ai laissé l'espagnol une année, et ce qui m'a permis d'avoir un diplôme et aussi un petit peu d'expérience, de commencer à enseigner. Et entre-temps, donc j'étais encore sur Paris, j'ai eu une bourse du gouvernement cubain, parce que comme je suis cubaine à Cuba, j'ai eu le droit, bon, parce que aussi mon père qui était solidaire avec la révolution cubaine depuis les années 60, lui il travaillait à l'université de Paris, Orsay, ça s'appelait à l'époque Paris 11. Il a envoyé du matériel, enfin il était resté en contact avec l'atelier, enfin il travaillait. Disons qu'il avait formé des gens, des techniciens. À l'époque, mon père était encore technicien. Mais ils avaient besoin de techniciens étrangers. C'était les années 60. Donc, voilà. Donc, on avait quand même des connaissances. Quand il y avait des Cubains qui venaient, mon père les rencontrait. Enfin, il y avait des échanges, on va dire, entre l'Université d'Orsay et l'Université de La Havane. Et puis, bon, moi, j'ai eu la chance voilà, d'avoir une bourse. Donc, j'étais à Cuba. Bon, au départ, c'était ce qu'on appelait un postgrado. Donc, c'était pour eux, c'était déjà un niveau DEA, quoi, enfin, ce qu'on faisait en France. C'était fin 87. Et en fait, dans ce postgrado, donc c'est là où j'ai enfin fait ce qui me plaisait, c'est-à-dire je voulais travailler sur la poésie, parce que ça a toujours été le genre qui me plaisait. Et puis, je voulais travailler un petit peu sur ces thèmes-là que j'avais déjà appris un peu avec Claude Couffon. Et dans mes lectures, je lisais beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs afro-américains, comme on dit aujourd'hui. Bon. Et j'ai donc choisi un sujet pour ma maestria, comme on disait là-bas, le postgrado. Bon. Euh, Pendant 2 ans, j'ai fait un travail de mémoire donc sur el tema negro en la poesía cubana. Je peux dire en espagnol, c'est Bien pour un sûr, public. bien sûr. El tema negro en la poesía cubana de nuestros días hasta hoy. Alors, bien sûr, ça, c'était un titre que Alfred Melon, ça ne lui plaisait pas parce que ça faisait trop. Mais moi, pour moi, c'était des nouveaux sujets. C'est vrai que quand j'étais étudiante à La Havane, donc on était logés, nourris, on payait pas nos. Enfin, moi, en tout cas, j'étais boursière, donc je payais pas, mais j'avais accès à certains cours. Donc, tous les cours que j'ai pu suivre sur la poésie de vanguardia, sur José Martí, sur tout ce qui m'intéressait. J'étais à la Facultad de Artes y Letras et j'ai eu des super profs. Et surtout la possibilité de lire plein de choses. Quoi. Les livres n'étaient pas chers du tout. On avait un stipendium, une bourse en pesos, donc on pouvait acheter beaucoup de livres. À l'époque, on n'avait pas encore le dollar qui était à équivalence, etc. Donc,
ça m'a permis d'avoir une grande culture parce que déjà, la Caraïbe m'intéressait. Je connaissais un peu par la musique, un petit peu aussi par la littérature, mais ça, c'est venu après, hein. Mais dans les années 80, quand j'arrive à Cuba, à part les grands auteurs latino-américains, je ne connais pas bien, hein, je ne connais Mm. pas beaucoup, hein, mais je veux. Donc, c'est à Cuba, à la bibliothèque, à la Casa de las Américas. Il y a eu beaucoup, j'ai assisté à beaucoup de colloques, de rencontres littéraires. J'étais aussi à une école à l'ISA, l'Institut supérieur d'art, où j'ai appris aussi l'histoire de la musique. Enfin bon, je faisais tout ce qui me plaisait en fait. Et j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que c'est des choses dont j'ai perdu un peu la mémoire aujourd'hui, mais c'est des choses dont je me souviens très bien et qui finalement m'ont servi aussi pour ce qui est devenu après la thèse. Donc, si vous voulez, ce mémoire que j'ai donc tout fait en espagnol, que j'ai soutenu un 25 décembre, et je disais en rigolant, il faut qu'on prenne des photos parce que qui va me croire en France qu'on soutient à la fac qui est ouverte un 25 décembre. À l'époque, bon, maintenant je crois que c'est férié à Cuba, mais à l'époque ça ne l'était pas, hein. Et donc avec un jury prestigieux, hein, alors, je ne sais pas si je vais me souvenir de tous les noms, mais enfin des gens très connus comme Ana Cairo, comme Margarita Mateo, Salvador Bueno. Oui, j'en oublie, hein, mais bon. Il y en avait, c'était un beau jury, donc la prof qui m'avait plus ou moins dirigée, enfin, elle corrigeait plus mes fautes en espagnol qu'autre chose, mais bon, elle m'avait aidé, comment elle s'appelle, Garcia, bon, j'ai oublié le mémoire. Bon, enfin, j'avais, disons, les collègues qui m'ont, que j'ai continué à suivre après, hein, à chaque fois que je revenais à Cuba. Donc, ça m'a donné envie de faire la recherche parce que moi, quand j'étais prof maîtrox et étudiante, bon, j'aimais les études, mais j'avais envie d'enseigner. Moi, je voulais travailler, je ne pensais pas faire de la recherche. Ce n'était pas mon projet. Moi, je ne viens pas d'une famille de chercheurs ou d'intellectuels. Enfin bon, moi, c'était l'enseignement, j'aimais ça. J'aimais les langues, j'aimais enseigner. Et là, bon. Et donc, il se trouve que comme j'étais bien à Cuba, parce qu'au départ, j'y suis allée un peu pour vivre là-bas, hein, plus qu'autre chose, hein, l'étude s'est greffée là-dessus. Ça, ils m'ont donné, eux, là-bas à Cuba, le goût d'étudier, hein. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai vu, j'étais en, donc, je devais être en transition. J'ai mis un peu de temps parce que j'avais des soucis de santé, hein, la vie n'était pas facile là-bas, c'est une période spéciale. Bon, j'étais un petit peu malade avec le climat, tout ça. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps pour finir mon mémoire, mais ça s'est fait, ça s'est soutenu. Et après, puisque j'ai eu envie de continuer, moi, mon projet, c'était de continuer sur la poésie de la Caraïbe, mais dans Mm. une approche comparatiste, parce que j'étais formée à ça. À La Havane, à cette époque-là, c'est les années 80-90, c'est très dynamique. Il y a une approche interculturelle dans la Caraïbe, pas que Caraïbe hispanophone, mais toute la Caraïbe, hein. Ouais. J'ai rencontré des grands auteurs de Caraïbes de langue française, créole, anglaise, hollandaise. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant, à part, bien Mm. sûr, d'autres auteurs latino-américains, hein. C'était quand même à la Casa América, il se passait beaucoup de choses. Et en fait, donc j'étais toujours en contact avec Paul Estrade, qui était à l'époque donc professeur à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, parce qu'il avait des échanges. Moi, j'étais en contact avec les étudiants qu'il envoyait à Cuba quand il était en poste à Paris 8. Moi, j'étais dans les foyers d'étudiants, donc on se retrouvait tous, hein. Il envoyait des étudiants, d'ailleurs que je connais encore, des copines encore aujourd'hui, hein, pour faire leur séjour d'un an ou deux à Cuba. Et en fait, comme j'ai connu des poètes que je ne connaissais pas au départ, donc que j'ai lus soit en anglais pour les anglophones, soit parce que j'ai été bonne aussi en anglais, soit en français. Bon, là, je rentrais, quand j'ai pu, je rentrais en France je travaillais à l'Alliance française à Paris et à La Havane. Donc, je travaillais quelques mois à Paris pour faire un peu de sous et pour vivre là-bas, hein. Et donc, je m'achetais beaucoup de livres sur la Caraïbe francophone. C'était le début, l'éloge de la créolité, enfin, tous les grands Oui. auteurs qu'on connaît aujourd'hui. J'avais rencontré Raphaël Confiant à Cuba, Pépin, enfin, il y en avait plusieurs comme ça. Et j'avais déjà, je me souviens déjà, quand l'intention politique de Glissant est sortie, je l'avais déjà lu à la bibliothèque de là où je travaillais. C'était l'Alliance française, je crois. Enfin, c'était à Paris, je ne sais plus. Ah, donc, entre mes allers-retours entre Cuba et la France, hein.
Et donc, en fait, tout ce qui tournait autour de la Caraïbe m'intéressait. Caraïbe plutôt contemporaine, hein, Mm. même si, parce que mon sujet, j'ai travaillé beaucoup, en fait, j'ai travaillé en comparé sur 4 auteurs, donc un de Cuba, un de Martinique, un de Haïti et un de Barbade, qui a vécu longtemps en Jamaïque, donc pour qu'il y ait une approche un peu comparée. Dans leur poésie des années 60 à 80. Mais l'intérêt de ce travail, entre autres, c'était que pour montrer qu'il y a une unité, une diversité du discours et l'identité culturelle, ce sont des auteurs qui étaient aussi essayistes et qui avaient leur théorie aussi Oui. en études culturelles, quoi, en fait. Donc, donc, il y avait bon, c'est des gens connus, hein, donc, Édouard Glissant, donc, il n'était pas encore aussi connu que maintenant, mais dans la Caraïbe, on le connaissait beaucoup. Il était même étudié bien avant chez nous dans la Caraïbe. Édouard Glissant, donc sa poésie, mais aussi ses essais, donc il y avait de quoi faire. Pour Haïti, c'était le poète René Depestre, qui lui donc a écrit Bonjour et de la négritude, enfin il avait écrit beaucoup de choses, et il continue à écrire à l'époque, il était très connu, mais sa poésie, Nancy Morejon pour la partie à Cuba, Je voulais une femme et un conte plus contemporain, hein, et puis Edward Kamau Brathwaite, qui est un poète de la Barbade, qui a longtemps vécu en Jamaïque et ensuite qui a été à New York. Donc, c'est des auteurs, en fait, qui, dès les années 50 pour Glissant, 50-60 et 60-70 pour les autres, se sont intéressés non seulement à la poésie, ils étaient des vrais poètes, mais aussi ont travaillé sur cette approche de la culture caribéenne, mais dans un esprit un petit peu unitaire, de cette fameuse unité caribéenne, hein, dans l'Amérique latine, mais aussi par rapport à ce qu'on appelle la région de la Caraïbe. D'ailleurs, c'est puisque j'ai revu les premières pages. Donc, mais en fait, c'est un travail un petit peu, on va dire, bâtard, entre guillemets, pour l'approche française. Donc, parce qu'il fallait que j'ai fait un gros travail de contextualisation parce que je travaille sur toutes les sphères linguistiques différentes, hein, dont des choses ça reste en études espagnoles, mais il fallait quand même qu'il y ait des auteurs. Et surtout, le point commun, c'est que je voulais que ce soit les post-négritudes. Parce qu'il y avait beaucoup de choses sur les négritudes, hein, mais moi, ce que j'appelle négritude fondatrice, c'est-à-dire le négrisme, le Black Harlem pour les études anglophones, le négrisme en Caraïbes, Cuba, Porto Rico et même pour l'Amérique latine, Brésil, etc. Et puis, bien sûr, la négritude de Césaire, qui en fait est la dernière dans la chronologie, hein. Oui. Donc, bien sûr, les auteurs entre Nicolas Guillen et Aimé Césaire, et même d'autres, enfin, ces auteurs-là des années 30-40, je les ai aussi beaucoup étudiés. Je peux dire que c'est une des périodes que je connais le mieux, c'est l'avant-garde poétique que je continue encore aujourd'hui, qui étaient les avant-gardes fondatrices. Mais il y avait cet engagement de ces poètes autour de la négritude, de la Caraïbe vue comme un ensemble, hein, donc commun par l'histoire, donc géographie, histoire, bien sûr société, toutes ces sociétés qui sont nées du métissage, bien sûr dans la douleur, dans la souffrance, mais qui ont et qui continuent à le vivre. Donc à l'époque, c'était quelque chose, depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 80-90, cette idée d'unité culturelle, hein, cette mouvance qu'il y avait, vraiment était très, très prolifique, très enrichissante, hein. Et on le retrouvait bien dans les poètes et les poèmes que j'ai étudiés, que j'ai choisis de ces corpus-là des années 60 à 80 et étudiés dans la langue d'origine, hein. Alors, bien sûr, pour la partie anglophone, j'avais quand même des notes parce que c'était de l'anglo, c'était du créole, hein, anglo-créole. J'étais en Jamaïque, bon, je suis allée en Martinique, Guadeloupe. J'ai vu Césaire, bon, j'ai pas osé lui parler, mais je l'ai vu. Après, Glissant, je l'ai rencontré, mais bien plus tard, en France déjà. Et le seul que j'ai pas pu rencontrer, bien sûr, c'est Guillen, parce qu'il était déjà malade, moi, quand j'étais à Cuba, et ça m'aurait fait bien plaisir de le rencontrer, de le voir en vrai, hein, parce que c'est un des poètes que je connais le mieux, hein. Et disons que Nancy Morejon était une jeune poétesse à l'époque, hein, qui écrivait beaucoup d'essais. Elle avait déjà écrit beaucoup d'essais justement sur tous ces métissages culturels et toute cette diversité, et à la fois de confrontation identitaire, on va dire, mais aussi de discours, hein. Donc ça m'intéressait aussi qu'on travaille sur ce discours poétique, bien sûr, hein.
Donc, c'est une étude du texte poétique, mais dans un contexte socioculturel que j'ai quand même beaucoup commenté. Mais en fait, dans les 3 parties de ma thèse, en 2 tomes, la première partie, c'est une partie un peu contextuelle qui a été traduite du français, donc est peut-être moins bonne que les autres, même si elle m'a demandé beaucoup de travail, parce que toute la partie d'introduction générale. Mais les 2 parties, la partie 2, la partie 3, qui est l'analyse des textes, c'est ça qui m'a plu, et je pense que ça a plu assez à mon jury. C'est vrai que ça tient encore. Bon, c'est des choses que j'ai après diffusées dans les colloques. Hein. J'ai fait beaucoup de colloques, beaucoup de publications. Après, j'ai fait un peu l'inverse de ce que font les autres. Moi, j'étais déjà dans le comparer, j'espère, assez vaste au début avec la thèse. Et puis, petit à petit, je me suis recentrée sur les études cubaines, cubanistes, parce que je suis cubaniste, voilà, hein. Disons que les lacunes qu'il y a pu y avoir dans ma thèse, parce que toute la partie caribéenne, ça m'intéressait tellement de travailler sur tous ces poètes-là, qui étaient assez différents entre eux, hein, qui étaient intéressants. Après, quand j'étais en poste, donc je me suis plus centrée sur Cuba, quoi, toute la spécificité autour de Cuba, l'histoire de Cuba, et petit à petit, il n'y a qu'un sujet que j'ai gardé depuis le début, c'est autour de l'esclavage. La mise en récit de l'esclavage, ça m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que ça, c'est des sujets que je travaille encore aujourd'hui et qui sont toujours d'ailleurs d'actualité. Voilà, alors tu as dit que ta deuxième et troisième partie, tu t'étais concentré sur l'analyse des textes. Et du coup, cette créolité, cet espace culturel dont tu vois, enfin, tu es parti de l'hypothèse qu'il y avait des constantes, tu t'es appuyé sur des théories, etc. Comment est-ce que ça se retrouve concrètement dans le texte? C'est des questions de sémantique, de thématique, comment ça se passe? Alors, oui, en fait, donc, une fois que j'ai essayé de mettre en valeur les principaux concepts autour de ce qu'on va appeler l'identité, hein, l'identité culturelle, l'identité nationale ou régionale, hein. Donc, bien sûr, j'ai été voir dans les textes. Et en fait, donc, mes parties sont surtout basées sur des plans thématiques, hein. Ouais. Par exemple, comment le poète ou la poétesse met en fiction poétique ou en langage poétique sa perception de l'histoire, donc l'histoire coloniale, l'histoire postcoloniale, la diversité culturelle, les métissages, et bien sûr après tout ce qui découle de tout ça, c'est-à-dire ce sont des auteurs assez militants, donc autour des négritudes, la dénonciation du racisme, de l'inégalité, etc., hein. Mais ça, c'était du point de vue thématique. Donc, en fait, quand on lit ces poètes, on retrouve des constances au niveau de l'expression, hein, de leur perception du monde, de la poésie. Donc, il y avait il y a toute une partie importante, c'est une de celles que je préfère, c'est autour de la perception de la mer et de l'insularité. Donc, la mer comme élément historique, hein, la déportation, etc., l'immigration, mais aussi en même temps comment le poète s'approprie son paysage, hein. Donc cette antillanité dont parlait Glissant dans les années déjà avec le discours antillais, donc on est dans les années 70, 80, 90, hein. Donc comment il fait sien son territoire à travers justement, au lieu de rejeter la mer comme c'était souvent le cas en tout cas pour les îles, hein, il va s'approprier la mer et le paysage de l'intérieur, l'arrière-pays, comme disait Glissant, hein, bah, pour montrer cette appartenance. Parce qu'en fait, tous ces poètes qui revendiquent la, l'appartenance africaine, hein, mais aussi caribéenne, européenne, occidentale, espagnole. Il y a une osmose hein, avec toutes ces traditions différentes, mais en tout cas dans l'approche politique. Donc il y a des thématiques qui renvoient bien sûr à certains personnages clés de l'histoire coloniale, mais aussi de leur propre paysage, donc paysage marin, paysage insulaire, donc toute la nature créole, etc. Et bien sûr la langue, hein. Mm. Donc il y avait un travail important sur la langue. Donc c'était intéressant pour la partie francophone et anglophone parce qu'il y a peut-être une plus grande diversité linguistique hein, d'expression, mais l'espagnol de Cuba aussi hein, a cette grande richesse. Et quand on étudie la poésie de Nicolas Guillen des années 30 jusqu'à la fin, jusqu'aux années 80
et même la poésie de Nancy Morejon, même si elle aussi, elle est influencée, comme d'ailleurs l'était Guillen, par les grands poètes espagnols, hein, de Lorca à Alberti, etc. Hein. Donc il y a quand même cette profonde unité, on va dire, justement, chez tous ces poètes-là, hein, qui vont à leur tour, hein, bon, toute la partie anthropophagie culturelle, ça viendra après, c'était pas encore trop d'actualité dans les années 80, mais c'est vrai qu'ils vont s'approprier, hein, mais aussi toujours d'un point de vue identitaire, pas forcément politique, hein, certains le sont, mais pas tous. Hein, mais en tout cas, il y a vraiment une poétisation de l'espace. Bon, c'était surtout ça qui m'intéressait, une poétisation de l'espace, et que j'essayais de démontrer, hein, dans le travail, comment la partie, hein, on va dire, scientifique, donc leurs essais, parce que quand même, quand on Mm. lit les essais comment, de Glissant ou de Brathwaite, sont très, c'est du solide, hein. Même Brathwaite est historien de formation, hein. Et ensuite tout ce qui a été produit dans des textes, on va dire des articles ou des textes de critique littéraire, la plupart c'était des critiques littéraires, même René Depestre, hein, pour moi c'était un de ceux qui parlait vraiment très bien, en tout cas entre l'alliance entre l'Europe et l'Amérique et l'Afrique, hein. Et donc, ils ont su s'approprier ce langage un peu théorique, hein, mais aussi le remettre dans leur poésie, en fait. Et donc, je pense qu'il y a une profondeur dans la poésie, dans les thèmes abordés, mais aussi dans la façon d'écrire, la façon de retransmettre par un dialogue cette poésie, parce que beaucoup de ces poètes-là, et c'est d'ailleurs, ça correspond à plusieurs chapitres de ma thèse, s'inspirent beaucoup de l'oralité, de la musicalité, hein, et de ce dialogue continuel, hein, entre l'écrivain, la voix poétique et son lecteur, quoi, hein. Donc ça, c'est des sujets qui m'ont occupé pendant un bon moment. Tout ce qui était autour de l'insularité, la Caraïbe, disons, dans cette unité, mais aussi cette grande diversité, hein. Et après, comme justement, il y avait un grand boom, hein, littéraire dans les années plutôt 2000, 2010, bon, je lis toujours, hein, je lis toujours Chamoiseau, tous ces grands auteurs-là, mais disons que pour ma partie, moi, scientifique, de prof en études latino-américaines, je reste sur Cuba. Donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure que mon jury en France était composé par donc, Paul Estrade, qui en fait a repris la relève de Alfred Melon. Alfred Melon de Gras, qui devait être mon prof à Paris 3. J'étais restée en contact avec lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à La Havane. Il y avait un grand discours, on lui rendait hommage, c'était dans la ou la Magna de l'université. Ça devait être en 91, par là, 90, 91. Hein. Et c'était lui qui devait reprendre ma direction de thèse, parce que j'avais commencé à Cuba avec mes profs cubaines, mais lui, il était non seulement caribéen, mais il était poète, il était spécialiste de l'œuvre de Nicolas Guillen, et il a fait une thèse magnifique, enfin sa thèse d'État, que j'ai lue à Cuba, qui a été publiée, qui a eu le prix Casas Américas, mais que j'ai eu la chance de relire après en français quand j'ai été à la Martinique, à la bibliothèque qui portait son nom à l'époque à Schœlcher, à l'université, hein. Donc lui, il est tombé malade, il est décédé, il n'a pas vu la thèse. Mais c'est lui qui m'avait dit, il avait vu mon mémoire que j'avais fait en espagnol à Cuba, il m'avait dit, ah, mais vous pouvez faire une thèse. Moi, je n'avais pas trop ça en tête, hein, et vous pouvez passer le cap accélération, les deux la même année, vous les aurez. Alors moi, bien sûr, je ne le croyais pas, mais il avait dit, je l'ai fait et je l'ai eu comme il a dit. Par contre, la thèse, j'ai mis beaucoup de temps, hein. Donc, Paul Estrade, je me suis inscrit peut-être fin 92 avec lui. Il s'est proposé de reprendre les étudiants de. Bon, lui, il est cubaniste, il est plutôt historien, hein, mais on avait une affinité aussi parce que moi, j'aimais déjà beaucoup José Martí, que j'ai réétudié à Cuba. Puis après, bon, j'ai fait mon HDR en partie aussi sur Martí et d'autres, hein. Donc, mais la thèse, j'ai mis du temps parce que moi, quand je suis revenue de Cuba, au bout de quelques années, ben, il fallait bien travailler, hein. Donc, j'ai passé les concours, j'ai travaillé en lycée, puis j'ai fait ma thèse comme ça. Je ne pensais pas la finir parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était entamée, hein. Et puis, bah, quand j'ai eu les concours, ça faut le dire aux jeunes, j'ai eu les deux l'année même année avec des bonnes notes. Enfin, pour moi, c'était des bonnes notes. J'étais dans les 20 premiers, ce qui était quand même
assez extraordinaire. J'étais une étudiante moyenne, on va dire, avant. Donc, le fait d'avoir passé beaucoup d'années à l'étranger, d'avoir beaucoup lu, j'ai beaucoup lu hein, dans plusieurs langues, donc ça m'a formé l'esprit, il faut bien le dire. J'ai même suivi les cours de marxisme-léninisme à l'université de La Havane, et puis bon, beaucoup d'autres choses qui, l'air de rien, m'ont servi quand même. Et donc, en fait, j'ai mis, une fois, j'avais tout dans la tête, en fait. Moi, j'écrivais tout à la main, j'avais des fiches, toutes mes notes, parce qu'à Cuba, on ne pouvait pas faire de photocopie, donc je réécrivais tout à la main. Je n'avais pas forcément les livres, les poèmes, tout ça, parce que je n'avais pas l'œuvre complète. Il y a certains poèmes de Nancy Modéon que j'adorais. J'ai mis 20 livres en version papier, quoi. Hein. J'avais tout écrit à la main. Bon, quand c'était en France, je pouvais acheter les livres, mais ou photocopier, mais pas à Cuba. Donc, en fait, j'ai eu ce déclic et la thèse, et je l'ai écrit au fur et à mesure. C'est ma mère qui a tapé à l'ordinateur. Moi, je ne savais pas taper, pas trop bien. Puis après, on apprend sur un tout petit ordinateur. Là, on s'est bien abîmé les yeux. Mais bon, en un an, à peu près, j'ai réussi à rédiger à la main, à retaper, envoyer mon prof qui m'a beaucoup encouragé. C'est lui hein, qui croyait en moi. Sinon, je n'avais pas été là. Hein. C'est important, les directeurs de thèse. Il y avait donc, je voulais absolument que donc une autre spécialiste caraïbe qui était Carmen Vasquez, qui était à mon jury. Hein, et il devait y avoir un autre prof de Paris 8, c'était Maria Poumier, qui était cubaniste à l'époque, je pensais spécialiste de poésie. Donc, j'avais insisté pour qu'il y avait des petits problèmes avec la collègue, mais bon, j'avais insisté, je pensais qu'elle allait m'apporter des choses que je ne savais pas, parce que moi, je ne connaissais pas tout. Hein. Il y a quand même des lacunes dans ma thèse, hein. Ce n'est pas parfait, mais je voulais qu'il y ait des gens qui me boostent, quoi, voilà, je pensais, ça ne s'est pas fait, mais bon, elle a réglé ses comptes avec Paris 8, mais bon, sur mon dos, bon, enfin, ça s'est bien passé. Hein. Mais surtout, je voulais qu'il y ait quelqu'un en littérature comparée, et c'était Daniel-Henri Pajot, que je ne connaissais pas personnellement, mais que j'avais beaucoup lu. J'avais lu tout ce qu'il avait écrit sur la littérature haïtienne, sur Carpentier, sur enfin, tout ce que je connaissais sur la littérature générale comparée. Enfin, c'était, disons, mon approche théorique qui m'a le plus inspiré, en plus de ce que j'avais déjà eu à La Havane dans mes lectures. Hein. Et j'ai eu la chance, c'est lui qui m'a vraiment beaucoup appuyé, hein, beaucoup. Et ça leur a plu, puisqu'ils m'ont mis une très bonne note. Hein, et j'ai eu mon poste tout de suite, hein, après. Mais à la soutenance, c'était à l'époque, on faisait des soutenances publiques. Moi, j'étais dans le laboratoire de Paul Estrade, Histoire des anti-hispaniques, qui marchait très bien à Paris 8. C'est eux aussi qui m'ont aidé hein, depuis 1994, je crois. Et c'est ça qui m'a permis de rester dans le milieu universitaire, parce que moi, j'étais agrégée, donc j'enseignais en lycée en banlieue. Mais j'allais au séminaire et ça m'a un peu permis d'assister, de rencontrer des gens et de faire des conférences aussi, des séminaires avec eux. Et en fait, on avait beaucoup de public, hein, je ne sais plus, ils étaient une bonne cinquantaine ou peut-être même plus, une centaine, je ne sais plus. Enfin bon, il y avait les copines, les copains et la famille et les collègues. Et c'était bien, mais bon, maintenant on sait mieux de l'autre côté. Hein. C'est vrai que moi j'étais un peu en marge, si vous voulez, du système universitaire français, mais j'ai tenu le coup parce que j'étais passionnée par mon sujet et j'avais, pendant on va dire 10-15 ans, j'ai beaucoup diffusé mes travaux de ma thèse. Je n'ai pas le temps de la refaire, donc ça c'est un conseil aussi aux jeunes. Si on peut, bon maintenant c'est un peu différent, mais si on peut, il vaut mieux publier tout de suite parce qu'après on n'a plus le temps. On n'a plus le temps et puis on a envie de partager ce que moi j'adorais aller au colloque. Je faisais 4, 5, 6 colloques par an ou des séminaires. Enfin, on était très actifs hein, en France, en Europe. J'allais à Cuba aussi. Enfin, j'ai eu la chance de. Mais c'est vrai qu'au niveau publication, bon, j'ai peut-être pas assez. Je me suis pas peut-être pas assez fait plaisir. Moi, mon travail personnel. Bon, maintenant, il y a prescription, comme on dit. Alors, je voudrais bien revenir sur la soutenance, parce que bon, tu as dit qu'il y avait du monde, des amis, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti de l'émotion, de Ah bah oui, l'inquiétude? c'était déjà, moi je pensais pas que ça serait aussi bien que mon travail, parce que voilà, moi je savais pas ce qu'ils allaient en dire. Hein, alors moi j'étais préparée, j'essaie de me préparer au mieux.
j'étais toujours très convaincue à l'époque, j'étais moins timide que maintenant peut-être, ou plus ambitieuse, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu des remarques qui ont été importantes, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de me corriger ou d'améliorer. Alors, bien sûr, on m'a reproché des choses parce que donc, j'étais en études hispaniques, mais j'ai pas beaucoup travaillé sur Porto Rico. Je l'ai fait un petit peu, mais c'est vrai que bon, on m'a reproché qu'il n'y ait pas assez de présence soit à Porto Rico, soit République dominicaine. Mais justement, j'ai pas trouvé les poètes qui m'intéressaient pour cette période-là et qui pouvaient avoir cette double approche théorique, mais aussi poétique et de cette ampleur, de l'ampleur de ces poètes-là. Euh, après, euh, à l'époque, un grand auteur, je le connaissais un petit peu, mais je n'avais pas eu vraiment la révélation. Je l'ai eu bien après, justement. Remarque a pu me faire Carmen Vasquez ou même Pajot, même si je ne travaillais pas sur le roman, mais c'est vrai qu'il manque un peu. Bon, après, je me suis rattrapée. Hein. J'ai beaucoup enseigné, beaucoup travaillé Carpentier après, dans les années 2000, quand une fois que j'étais en poste. C'est vrai que c'est un auteur passionnant, mais il aurait pu être là beaucoup plus présent, effectivement, même si je l'avais beaucoup lu. Mais bon, moi, je restais dans la poésie et intercaraïbe, donc du coup, j'ai dû faire quand même pas mal d'impasses quoi, hein, sur certains auteurs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez novateur de pouvoir, surtout en France, comparer des auteurs comme ça de différentes aires culturelles. Et après, bon, j'ai senti que ça passait moins. J'aurais pu être en comparé, mais je voulais quand même rester en espagnol parce que c'est ça qui me plaisait le plus quoi, de toute ma vie. Hein. Mais c'est vrai que j'ai gardé cette approche intercomparatiste, on va dire, dans mes lectures, mais aussi bon, dans certains travaux, je garde quand même toujours en tête cette historique hein, de toute l'évolution, de tous ces concepts autour de l'Afro-Amérique du XXe siècle, XXIe siècle. Bon, je trouve que c'est un peu moins intéressant aujourd'hui bon, pour différentes raisons, mais en tout cas, disons que lors de cette soutenance, ça m'a... Oui, je me suis sentie un peu pas légale, mais voilà, une chercheuse, comme on dit. À l'époque, on ne disait pas comme ça, mais c'était un début. Bon, après, les choses se sont enchaînées très vite. Hein. J'ai eu un poste tout de suite, j'ai eu de la chance dans ma spécialité. Hein. Maintenant, peut-être que ça serait différent, hein, mais j'ai eu vraiment l'impression de finir une étape, quoi, parce que c'était une thèse que j'ai commencée par mes lectures, je peux dire, j'ai mis au moins 10 ans, hein, avec tout ce que j'ai lu pendant des années, ce que j'ai écrit à la main et ensuite remis au propre, quoi. J'ai mis 8 ans, peut-être, oui. Mais ça m'a nourri de toutes mes lectures, de toutes mes passions, puis ça continue après. J'ai continué à lire Glissant. D'ailleurs, ensuite, je l'ai rencontré, je l'ai présenté quand j'étais à Nantes. Enfin, j'ai eu la chance de connaître une partie de tous ces profs qui m'ont beaucoup apporté partout. Je le mets dans mes remerciements, qui m'ont accueilli. Et les auteurs aussi. Ça m'a donné c'est aussi spécifique peut-être à nos études latino-américaines, peut-être plus que par rapport à l'Espagne, c'est qu'on est quand même assez proche des auteurs quand ils sont Mhm. contemporains. On peut rencontrer, discuter, vivre avec eux de ces auteurs. Encore récemment, j'ai reçu Nancy Moléon que je continue à travailler et à traduire. Hein. Et beaucoup de ces profs que je cite dans ma thèse, certains sont venus en France, je les ai invités. Enfin bon, on a gardé des contacts. Hein. C'est vrai que je dois beaucoup à Cuba parce que je pense que si j'avais pas été là-bas, j'étais restée en France, je ne serais pas devenue Mhm. enseignante-chercheuse. Hein. Ça, c'est clair, c'était pas dans mes coordonnées, je crois pas. Et alors tout à l'heure, tu as évoqué à plusieurs reprises, tu as dit, bon, je devais travailler, ça m'a pris du temps, etc. Et est-ce que tu peux revenir sur les difficultés que tu as rencontrées pendant ce processus de la thèse, alors que ce soit des spécificités qui sont liées à ton corpus proprement dit. Bon, tu as bien dit, j'avais du mal à me procurer les poèmes, souvent j'attendais un certain temps pour avoir les œuvres complètes, etc. Mais bon, d'autres difficultés liées au sujet, puis des difficultés plus générales. Oui, ben, moi je crois que mes difficultés, bon bien sûr c'était un sujet ambitieux, mais j'avais tellement lu, je maîtrisais tellement mon sujet, hein, j'étais sûre que de euh, ce que je préparais, mes plans d'ailleurs, mes plans n'ont pas tellement varié par rapport au départ, c'était plus des questions d'ordre matériel, quoi, parce que bon, bah, j'avais pas un travail fixe jusqu'à ce que je sois agrégée, j'avais pas un salaire régulier, on va dire. Mes parents m'ont aidé. Hein. C'est sûr que si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais pas pu faire de thèse. Ou mon mari, à l'époque, j'étais mariée. Bon, mais c'est vrai que le fait
Bon, le lycée, j'aimais bien, hein, ça marchait bien. J'avais un très bon contact avec mes élèves, mais je me disais, bon, c'est dommage avec tout ce que j'ai fait avant, que ça s'arrête là, parce qu'au lycée, même si on peut faire des poèmes, on peut travailler des textes, on peut même, je me souviens, on avait travaillé sur les musiques caraïbes avec mes élèves, bon, on avait fait des spectacles, on avait fait plein de choses, mais c'est pas la même chose. Donc je me suis dit, et d'ailleurs j'ai été encouragée par mes collègues, mes profs, il faut continuer, hein. Donc les difficultés, voilà, c'est plutôt, en plus des problèmes de la vie qu'on peut avoir au quotidien, moi c'était mon départ. Une fois que j'ai commencé, j'ai fait ça m'a pris mon introduction que j'ai refaite après, hein, mais que je me suis mis à rédiger, j'ai dit, bon, ça me prend, j'ai l'inspiration. J'ai commencé à rédiger alors, je faisais en espagnol au départ, c'est ça aussi peut-être le changement de langue, j'ai eu un peu de mal à... Je pensais en espagnol et bon, il fallait que je l'écrive en français, bon, c'était un peu laborieux au départ. Et petit à petit, voilà, une fois que j'ai commencé, j'ai pris en main mon sujet et régulièrement, bon, j'y ai passé un peu ma santé, hein, parce que j'ai perdu beaucoup de kilos, comme la plupart des gens qui font une thèse, enfin, j'ai fait que ça en plus du travail, etc. Mais bon, on va dire que j'ai quand même été aidée. Mais c'est vrai que quand on est au lycée, c'est pas toujours évident d'avoir, on est parfois mal vu par les proviseurs parce qu'on se consacre plus à la thèse ou au séminaire qu'autre chose. Bon, enfin, c'était pas toujours évident, hein. Et je me souviens même certains de mes profs que j'ai retrouvés quand je suis revenue de Cuba. Donc j'ai passé les concours et j'ai à Paris 3, Paris 4, j'ai retrouvé certains de mes profs. Alors certains bien sûr me soutenaient, mais ils pensaient que, enfin, à l'époque, ça se faisait pas trop de, bah, tu dois savoir quelque chose, de travailler sur des auteurs femmes. Ils voulaient que ce soit que des hommes. On me demandait à chaque fois, pratiquement dans beaucoup de rencontres que je faisais, oui, pourquoi vous avez travaillé sur Nancy Molly Hanks, bon, qui avait quand même déjà un renom, hein, qui était quand même importante, et j'ai encore des poèmes que je trouve extraordinaires encore de cette époque-là. Bon, après, bien sûr, il y a eu une évolution, hein, mais bon, c'était un peu restreint. C'est vrai qu'il y avait des grands auteurs, mais je les ai travaillés aussi dans ma thèse. Mais ça me semblait important que la perspective féminine, parce qu'elle est féministe, hein, qui était un tout petit peu dans ma thèse, très peu, hein, mais un petit peu quand même, ça reste. Voilà, je pensais que c'était important. Alors après, bien sûr, c'est en 20 ans, 25 ans, les choses ont évolué, mais c'est pas toujours évident de garder son sujet jusqu'à la fin et qu'il soit imposé. Et, et en plus, le genre poétique, bon, après, je l'ai vu pour mon HDR, bon, ça s'est très bien passé aussi. Il y a une dizaine, non, une douzaine d'années. Mais disons que là, je me suis fait plaisir. Je suis restée dans le genre poétique, la poésie, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des recrutements, bon, parfois la littérature, alors, en plus insulaire, on veut le continent, on veut le roman, et puis la poésie, bon, c'est dommage, hein. C'est des générations comme ça. Mais bon, je suis toujours là et j'enseigne toujours la poésie. Alors, j'ai une curiosité pour le regard que tu portes dessus, cette réalité ou cette utopie caraïbe sur laquelle tu réfléchis. Tu vois, tu choisiras réalité ou utopie, hein, le terme qui te convient le mieux. Quelle évolution tu y vois entre quand tu travailles ta thèse et aujourd'hui? Ça existe plus, ça existe moins? C'est quoi? Voilà, donc moi, ce qui m'intéressait dans tous ces courants que j'ai suivis des années 30, 20-30 jusqu'aux années donc, 70-80, même début 90, c'était toute cette approche de la décolonisation, hein. Mm. Bon, maintenant, on n'en parle plus beaucoup, c'est plus très à la mode. Mais bon, tout ce après, on a appelé des constructions. Bon, ça commençait un petit peu à venir, la construction des schémas, des stéréotypes. Bon, unité, diversité, c'est vrai que peut-être d'ici, mais la Caraïbe, ça s'est dépassé aussi, mais jusqu'aux années 90, même peut-être une partie des années 2000, c'est resté quand même un facteur d'unicité, on va dire, même s'il n'y a pas une véritable unité, en tout cas d'utopie, qui pouvait rassembler des grands auteurs, hein, comme Garcia Marquez et bien d'autres, hein, comment, Derek Walcott alors maintenant, effectivement, est-ce que ça reste utopique? Bon, en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir de l'évolution de certains de ces pays, dont je continue un peu à lire les auteurs ou à les écouter, il y a quand même une profonde. Ils ont réussi, je crois, leur ancrage culturel de faire comprendre que voilà, leur culture, c'est une culture, c'est pas seulement du folklore,
c'est pas seulement les vacances au bord de mer. Enfin, il y a quand même une évolution. Et par exemple, dans les pays où je vais le plus souvent, en Martinique ou en Guadeloupe, bon, à Cuba aussi, mais avec l'histoire de papier, de passeport, c'est compliqué. Mais il y a quand même cette richesse culturelle qui est reconnue, hein, de plus en plus et qui, moi, c'est ça je ne l'ai pas oublié. Tous ces auteurs-là, ils étaient persuadés que même s'ils ne se considéraient pas comme des auteurs engagés ou des autrices engagées, ils ont contribué à faire évoluer les mentalités et ce qu'on Oui. appelle les représentations culturelles, identitaires, et justement cette présence de la femme noire, afro-américaine ou caraïbe, ça reste, voilà, c'est acquis. Hein, et donc tous ces métissages, bon, hybridité culturelle, plusieurs approches, hein, je pense que ça a permis de faire vraiment évoluer les choses. Et le fait que ça passe par de l'art, parce que la poésie c'est de l'art, ou même la critique littéraire, quand on lit Glissant, c'est de la poésie, il écrit comme un poète, c'est magnifique. Hein. Donc il y a toute cette approche culturelle, donc décolonisée ou décentrée en fait, hein, parce que l'eurocentrisme était encore très fort à l'époque et même bon, un peu moins maintenant, mais enfin, quand même, on entend quand même toujours des idées un peu préconçues, des maladresses, enfin des. Donc, je pense que c'est important de continuer à lire ces auteurs-là, même si c'est des textes des années 30, 40, même si certains de leurs concepts ont été un petit peu détournés ou dépolitisés, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Mais au niveau de la créativité, de cette approche du discours poétique, parce que c'est des poètes qui ont mélangé pas seulement l'oralité ou les mythologies ou la musique, la musicalité, il y en a qui vont très loin, hein, surtout le poète Barbadien. Hein. C'est un poète qui n'est pas très connu en Europe, et c'est bien, enfin, en France, c'est dommage. Il est mort il n'y a pas très longtemps, mais c'est des gens qui ont vraiment essayé de combiner voilà, toutes ces histoires, ces connaissances de l'histoire du monde, d'où viennent toutes ces traditions afro-américaines ou afro-caribéennes, hein, jusqu'à aujourd'hui, et comment les poètes, les chanteurs, les romanciers se sont appropriés. Hein, ils en ont fait un vrai discours. Hein. Alors peut-être maintenant moins centré autour de la Caraïbe, parce que bon, ben, voilà, c'est toujours les grands pôles, hein, vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Amérique latine. Il fut un temps où tous ces poètes-là étaient très écoutés en Amérique latine. Il y avait vraiment cette espèce de fameuse unité latino-américaine. Hein. Bon, je pense que c'est, au moins en tout cas au niveau de la littérature et des arts en général, du cinéma, c'était une autre approche aussi que j'ai eue après, mais qui est très importante. Je pense que tous ces artistes sont engagés aussi pour ça, pour faire connaître et dans leur pays, parce qu'ils ne sont pas toujours bien connus dans leur pays, et aussi en dehors des frontières, hein, mais aussi des frontières intellectuelles, je veux dire, hein, pas que des frontières géopolitiques. Et alors, tout à l'heure, tu disais, tu parlais de la difficulté que tu avais eue à faire accepter, enfin, n'exagérons rien, mais enfin, en tout cas, imposer le fait que tu travailles sur une femme, le problème que posait pour les recrutements, parce que ça fait aussi partie des considérations de travailler sur la poésie. Et donc, j'ai une question qui est, moi, je m'intéresse toujours aux pratiques de mes collègues en tant que prof. Donc, comment ça s'enseigne la poésie latino-américaine aujourd'hui, enfin, à des étudiants de maintenant? Comment tu t'y prends? Voilà. Et ben, donc voilà. Donc moi, je suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, déjà dans ma thèse, il y avait ça. Donc, il y a, je pense, une approche contextuelle qui est importante parce que souvent, on leur parle de Cuba, Porto Rico, Colombie ou Nicaragua et ils ne savent pas trop où c'est non plus. Hein, donc, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Même le Chili, quand je leur dis, j'enseigne encore Neruda là en L3, je leur dis, le Chili, c'est un pays immense. Hein, ça va de, si on voit la longueur de la Suède jusqu'au Sénégal, enfin, pour qu'ils voient un peu, c'est pas des petits pays. Voilà. Donc, j'essaye justement de, bon, au-delà de l'appréhension de travailler sur la poésie, déjà qu'ils comprennent un peu le poète, son univers. Bon, je fais 19e et 20e, mais surtout 20e. J'ai fait longtemps le 19e parce que j'arrivais pas à les lâcher, José Martí, Rubén Daly et tous ces grands auteurs. Voilà, ça passait pas trop mal, hein, finalement. À 8 heures du matin, en licence, hein, ils avaient un peu de mal, mais bon, je leur apprenais les bases. En fait, ça reste assez, on va dire, assez, sûrement assez un petit peu comme un magistral, hein, parce qu'il faut la métrique, mais j'essaie de leur montrer les choses pratiques qu'ils comprennent, hein, qui comprennent
bon, la maîtrise, la construction, la forme du poème, et petit à petit, on rentre dans l'univers du poème. La voix poétique, ça c'est jusqu'à l'agrégation. Je suis toujours situation de la voix d'énonciation, ça a toujours beaucoup de mal, situation d'énonciation. Tout ce qu'on peut dire à partir du jeu poétique et de la mise en scène, de qui parle, s'il s'adresse à un tu, enfin des choses assez repérables. Hein. Après, tout ce qui est autour de l'analyse des images, des procédés rhétoriques, bon, en général, lui, ils savent faire, donc c'est eux qui illustrent, mais c'est vrai que j'essaie de leur montrer quelques repères à travers l'unité d'un texte, au-delà du contexte et de tout ce qu'ils peuvent qu'il faudrait qu'ils sachent sur les avant-gardes, si on est au début du siècle, à la fin du siècle, et à petit d'entrer dans l'univers du poème. Hein. Même si on n'analyse pas complètement, il y a des hypothèses à émettre, mais je leur fais des repères, donc au début des vers ou à la métrique, s'il y a des formes métriques, s'il y a des strophes, enfin, qui vont un petit peu bien sûr par aussi l'oralité. Hein. Quand j'ai les enregistrements, j'essaie de le faire passer aussi par la voix du poète, mais bien sûr, au niveau qu'ils puissent toujours ce qu'on essaie de faire coïncider leur lecture, parce qu'il y a une première compréhension globale, et en petit à petit une appropriation du texte par la situation d'énonciation, quelques repères visuels et graphiques qui peuvent commenter, tout ce qui sert dans le poème, hein, et ensuite la mise en scène du langage, et toujours dans cet esprit de communication. Hein. Moi, en cours, bon, je fais peut-être des cours un peu magistraux, mais j'aime bien les questions-réponses. J'aime bien qu'il y ait un retour des élèves, des participations. Alors, si c'est en master, là, je suis plus souple parce que c'est des petits groupes, donc ils peuvent faire des oraux, etc. En licence, je suis peut-être un peu plus traditionnelle. Hein. Et puis, dans l'espagnol que je parle, c'est un espagnol de cours, parce que quand je parle à la cubaine, on va dire, j'ai parlé le cubain pendant très longtemps dans ma vie personnelle, dans ma vie quotidienne, donc j'adapte mon espagnol de fac, quoi, qu'ils comprennent tout ce que je dis. Hein. Et Mhm. puis quand j'arrive en fin de master, là, je me lâche un peu, bon, ça dépend des niveaux, ça dépend, voilà. Mais c'est vrai que bon, je fais pas que ça. J'ai enseigné aussi des romans, des extraits de romans. Il y a des auteurs que j'ai pratiquement, Carpentier, je l'enseigne plus parce qu'ils comprennent plus. Même Garcia Marquez, que j'adorais enseigner Garcia Marquez. Je vois bien qu'ils disent des bêtises dès qu'ils entendent Garcia Marquez, réalisme magico. Bon, ils ont des clichés aussi. Hein. Mais bon, il y a quand même des auteurs comme ça que j'ai du mal à lâcher. Et là, depuis quelques années, je me fais un peu plaisir puisque j'arrive en fin de carrière et j'essaie d'enseigner des textes plus contemporains, des textes écrits par des femmes aussi pour qu'ils voient qu'il y a d'autres. Mais en même temps, je suis partagée, c'est ce que je disais au début. Voilà, il faut qu'ils connaissent un peu les classiques parce qu'ils lisent plus. Mhm. Même des auteurs très simples comme Quiroga. Bon, après des plus compliqués, Borges, Cortázar, tout ça, mais bon, voilà. Avant, je faisais beaucoup de panoramas, au moins qu'ils comprennent un peu depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Je le fais encore un petit peu, mais de façon plus générale. Mais je travaille vraiment sur des textes de plus en plus courts, même des textes de Vallejo ou des choses plus difficiles, même Neruda. Je fais des textes en ce moment sur justement la poétisation de l'espace marin chez Neruda, chez Guillen. Enfin, j'essaie de changer les sujets. Je garde mes auteurs, mais je change les textes. Hein. La Mais c'est vrai perspective. qu'on peut être un peu frustré en tant que prof parce que, voilà, ils viennent pas beaucoup à nos journées d'études ou nos colloques. Et bon, quand je viens avec des écrivains, on leur fait rencontrer des écrivains, c'est important pour eux aussi, qu'ils aient envie de lire, hein, qu'ils aient envie de lire des poètes, qu'ils aient envie de lire des romans. Après, c'est vrai qu'au niveau roman, ça passe mieux. Bon, ben, on essaye de varier le plaisir, quoi. Voilà. Et quand il t'arrive de relire ta thèse, si d'aventure tu la relis, enfin, tu vois, tu l'ouvres comme ça au hasard, tu te reconnais ou tu te dis, oh là là, que le temps a passé, que j'étais naïve, ou alors, oh, Ouais. franchement, Ah, j'étais ben, pas si mauvaise. effectivement, il y a 2, 3 ans, là, j'ai relu enfin, des passages parce que je devais faire un séminaire justement sur ces poètes anglophones là, pour le labo. Là. Euh, donc j'ai relu, je dis, ah bah c'est pas mal finalement ce que j'avais fait. Il y a des choses que j'étais fière, je savais, puis d'autres j'avais un petit peu oublié hein, parce qu'on ne relit pas tout. Et je me dis, ah bah quand même, ça aussi, déjà je le savais à l'époque, je me disais, vous voyez, c'était quand même très formateur. Hein. C'est vrai qu'une thèse, c'est fondamental. Hein, Ouais, c'est sûr. c'est très formateur et même si on passe à d'autres choses, on lit d'autres essais, d'autres théories et ça, tout ça, ça avance très vite. Mais finalement, je pense que notre travail de thèse initiale, c'est vraiment la base de tout. Hein, et on peut y revenir. Je suis revenue sur certains aspects et
Bon, après, on aurait pu mieux faire, c'est sûr, toujours. Mais en tout cas, dans ce qui est l'approche du texte, l'analyse du texte politique, bon, je crois que c'était un de mes points positifs, on va dire. Voilà. Bien. Et alors, alors, tu en as distillé un certain nombre en disant, régulièrement, tu as mis ton doigt comme ça en disant que les Les doctorants, conseils. voilà, exactement, etc. Et donc, quels sont les conseils, toi, que tu donnes à tes doctorants? Vraiment les imprescindibles. Alors, les conseils. Donc, bien sûr, bon, j'ai des doctorants plutôt en littérature, hein. Je leur demande de bien maîtriser leur corpus, en fait, hein. J'impose pas des sujets, hein. En général, les doctorants viennent avec des sujets, avec des choix de romans ou d'auteurs, hein. Mais connaître chaque auteur par cœur, et si cet auteur-là ou autrice en question a écrit des essais ou de la théorie, enfin, c'est très important aussi, parce que c'est souvent le cas, euh, ou des interviews, enfin, tout sert dans une étude de thèse, même si on a une approche plus théorique ou plus mais connaître bien, très bien l'auteur, hein. Et bien sûr, il y a tout un appareil critique, théorique. Bon, comme on est en France, il faut quand même connaître, parce qu'on voit dans les thèses qui se font, selon les sujets, si c'est très souvent interdisciplinaire, bien connaître aussi au moins quelques références, bon, si c'est sur la poésie, sur le genre poétique, ou voilà, disons l'expression. Et souvent, c'était aussi mon cas, hein, quand c'est des sujets comme ça trop vastes, je leur dis de réduire un peu leur corpus, parce qu'en fait, on se rend compte que si on a 3 4 5 ans pour faire une thèse, il vaut mieux réduire un peu le corpus, mais au niveau chronologique, ou au niveau du nombre de romans, mais travailler sur le corpus en profondeur, hein, je veux dire, très en détail, hein, pour pouvoir justement appliquer ben, tout cet appareillage critique, méthodologique, ménétique, etc., pour avoir des outils, hein, le minimum. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous, on a beaucoup de doctorants qui sont beaucoup, pour la plupart, sont latino-américains, donc il y a aussi le problème de la langue, hein. Ah oui. C'est parfois difficile de combiner. Moi, j'ai la chance qu'on ne m'a pas imposé. J'ai pu écrire, regarder les auteurs dans les langues d'origine, avec des traductions en bas de page pour certains auteurs, mais souvent nos jeunes doctorants veulent faire leur thèse en espagnol, parce qu'ils sont de langue espagnole, hein. On essaye de le faire accepter, ça peut, pour l'instant c'est plutôt en français, mais disons, comme c'est un travail quand même en autonomie, hein, c'est ça, moi, la difficulté, c'est aussi leur faire comprendre qu'ils doivent travailler en autonomie. Nous, on les guide un peu, on peut les aider, mais c'est surtout un travail qu'ils doivent se saisir eux-mêmes, quoi, hein, s'approprier leur sujet, leurs auteurs, leur choix, qu'ils aient fait le bon choix, parce qu'ils doivent s'occuper de cet auteur-là ou ces auteurs-là pendant plusieurs années, hein. Et c'est vrai que le comparer, moi, j'ai dans l'âme le comparatisme. Donc, très souvent, je leur dis, si vous prenez qu'un auteur, il faut au moins qu'il y ait plusieurs ouvrages de différentes époques, que vous ayez, même si vous le comparez, il n'y a pas de comparaison avec d'autres auteurs de la même époque, au moins parce que ces auteurs-là, ils évoluent, hein, que ce soit Carpentier ou d'autres auteurs plus contemporains. C'est intéressant aussi d'avoir cette approche. Bon, voilà, faire une thèse aujourd'hui. Donc, s'il y a un contrat doctoral, même avec un contrat doctoral, ils arrivent à peut-être mieux travailler, mais la plupart ne sont pas en contrat doctoral, en tout cas moi, mes doctorants. Et c'est ça, hein, combiner en fait souvent le manque de références bibliographiques, si c'est la littérature américaine, même si par Internet on a beaucoup de choses, mais pas forcément tout, hein. Le fait de pouvoir aller en mission là-bas, c'est pas toujours facile, hein, mais ils le font, et je pense que c'est important. Je leur dis à tous, hein, allez sur place, c'est là où on peut aussi mieux comprendre ce que peut vous apporter une thèse, et ce que peut vous apporter ces auteurs-là aussi. Enfin, je sais pas si c'est des bons conseils. Moi, si, Voilà, si, si. très souvent,
Au niveau de la problématisation, bon, c'est toujours aussi notre problème en master aussi, hein. La problématisation, elle peut changer, hein. Là, j'ai une co-direction avec Toulouse là, pour un jeune homme qui venait de littérature comparée. Donc, lui, c'est plutôt en musicologie, enfin, musique et littérature. Donc, ça m'a semblé très intéressant parce que c'est des sujets que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et lui, il est venu déjà avec un corpus assez extraordinaire et sa problématisation qui, je pense, tient la route, hein. Donc, voilà, on a selon les uns les autres, les publics différents, mais en études latino-américaines, bon, hispaniques, bon, si c'est nos étudiants, disons, qu'on a eu en master, bon, j'ai beaucoup de mal, hein, la plupart des doctorants que j'ai ou que j'ai eus, très peu m'ont eu comme prof, en fait. Ils venaient d'ailleurs d'autres facs ou d'autres pays. Mais bon, une fois qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, je pense que je leur sers à quelque chose, hein, mais voilà. Et j'essaie aussi beaucoup, ça c'est un conseil qui peut servir, il ne faut pas rester isolé, puisque ça peut arriver, dans certains d'entre nous, c'est notre cas. Aller au séminaire, même si ce n'est pas directement sur leur sujet, c'est toujours important qu'ils voient comment les autres jeunes doctorants travaillent, comment nous, on travaille en tant que chercheurs, faire assister à des colloques, même si ce n'est pas leur sujet, voilà, c'est ce que je leur dis tout le temps. Travailler beaucoup en interdisciplinaire, on travaille beaucoup avec mon collègue en civilisation. Donc, il y a des choses qui se font et c'est très formateur, hein. En plus d'aller dans des colloques ou des activités sur leur auteur ou leur époque, hein. Mais je pense que c'est important qu'ils gardent un pied avec le monde universitaire, hein, de ce que nous, on peut faire en tant que chercheurs, même si on enseigne beaucoup. Et j'essaye aussi parfois, quand c'est possible, qu'ils aient l'expérience d'enseignement à l'université, hein, et dans le secondaire, qu'ils voient si, après leur thèse, ils ont envie d'être prof, parce que c'est ça aussi le problème. Il n'y a pas beaucoup de postes, c'est vrai, mais il faut avoir envie, hein, parce que ces jeunes doctorants, ils savent beaucoup de choses, ils manient beaucoup l'informatique et tout ce qui sert à gagner du temps. Nous, on avait eu ça, j'aurais fait ma thèse en 5 ans au lieu de la faire en 10 ans peut-être. Donc, mais c'est vrai que le fait d'assister, d'échanger avec nous, voilà. Mais en même temps, ils ont leur indépendance, ils font leur chemin aussi, leur propre lecture. J'impose pas trop des auteurs particuliers, bon, de temps en temps ça peut arriver, mais pour qu'ils aient leur propre lecture, leur propre cheminement vers l'appareillage critique, méthodologique. Voilà. Et D'accord, comme on est en France, ben, j'essaie de leur faire combiner un peu l'approche que nous, on a du texte, qui est quand même très poussée dans l'analyse textuelle, c'est pour la ça. partie littéraire en tout cas. Ouais. Et puis, bon, tout ce qui est contexte, histoire littéraire, j'en dis ça c'est bien, c'est important, mais il y a aussi le texte. Le texte, voilà. Mm. Bon, tu essaies de ne pas être une mère abusive. En gros, tu leur laisses une marge de manœuvre. J'essaye, oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu veux bien nous lire, prendre ta thèse, Ah, nous oula, lire, j'ai déjà dit. Alors, c'est le début de l'intro, alors, ah, hein. voilà, c'est-à-dire c'est bon, disons les 4, 5 premières lignes, si tu veux. Et surtout, le plus intéressant, c'est que tu nous en fasses un commentaire. C'est-à-dire, maintenant, Oui, la chercheuse que tu es, oui. quand elle lit ces phrases, elle en pense quoi? Ah, bon, je peux dire ce que j'ai dit déjà, hein. Alors, le début commence comme ça. Donc, bien sûr, l'introduction, c'est toujours ce qu'on fait à la fin, même si au départ, j'en avais une faite d'abord en espagnol, puis bien après, quand j'ai fini les 3 parties, et 50 pages. Alors, je commence comme ça, je dis. Aborder la problématique de l'identité culturelle dans la Caraïbe, c'est évoquer les couples d'opposition suivants: unité et diversité, rupture et continuité, tradition et modernité, écriture convergente et plurielle. Voilà. Donc tout ça, je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un peu mes sujets. Après, je parle des concepts que l'on retrouve à tous les niveaux dans la thématique caribéenne, historique, géographique, politique, économique, culturelle, artistique. Et je greffe là-dessus la recherche d'une identité opérant dans la région de la Caraïbe et en Amérique latine s'effectue et s'explique conjointement au déroulement historique de chaque pays qui l'intègre, parallèlement à sa formation comme nation. Bon, après, je parle des particularités, mais disons que je prends surtout les points communs, le système autour de l'esclavage, la déculturation, etc. Et après, je présente mes parties, en fait, hein, donc
toute la première partie des processus historiques, l'esclavage, la psyché socio-culturelle, les réponses apportées à la dépossession de l'être et la fragmentation de cette région du monde marquée profondément par les avatars de l'histoire. Après, je présente mes deuxième et troisième parties, donc plus autour du mythe, parce que j'ai travaillé beaucoup aussi de la poétique du paysage, du mythe, la relation en fait. J'étais très marquée par bien sûr Glissant, mais que je cite d'ailleurs déjà là. Bon. Mythocritique, bon, un petit peu les outils, bon, Daniel-Henri Pajot pour les outils, on va dire un peu l'appareil critique, mais je parle des grands auteurs, même si c'est vrai que dans ma thèse, Carpentier, les Malima, Wilson Harris, bon, j'en parle un peu parce que quand on parle de la Caraïbe dans cette approche-là, à l'époque, on les citait beaucoup. Et après, bon, je présente mon corpus, bien sûr, je m'intéresse un peu à Guyenne et à Césaire, les pères des négritudes, mais que j'ai beaucoup travaillé. Et ensuite, mais l'intérêt pour moi, c'est les post-négritudes. En tout cas, on parlait comme ça à l'époque. Oui. Je présente un petit peu mes auteurs. Bon, et le plan, en fait, c'est. Mais je dis quand même, nous centrerons notre étude sur la poésie, genre qui a connu son apogée quant à l'expression de la révolte et de la contradiction, et qui, depuis quelques décennies, semble avoir laissé la place au roman et au conte, donc, puisque là, on est quand même dans les années 80-90. Mais en tout cas, cette poésie a été importante pour traiter cette identité, ces mythes identitaires et en fait la libération de l'écriture et de la langue en fait à travers tous ces poètes. Donc je dis, ça c'est des choses que j'ai répétées pendant très longtemps, tout ce qui va conditionner le travail poétique de l'auteur, c'est-à-dire son engagement dans la voix, donc VOIE, la quête identitaire, qu'il aura choisi avec la voix VOX, langage poétique, la poétique, qu'il s'inventera ou refaçonnera. Bon, après, je reprends. Donc, il y a tout un récit, mais mon corpus que je présente, bon, l'intro, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais enfin, c'est correct, on va dire. Par contre, ce qu'on m'avait reproché à la thèse, c'était la conclusion. Parce que Ah, moi, j'étais restée dans la politique de la relation, les poètes entre eux qui se rendent hommage. Donc, j'avais fait une petite synthèse, mais très courte. Parce que oui. là, j'étais un peu fatiguée en fin de thèse, il ne me restait plus beaucoup de temps. Et c'est vrai que là, au niveau la conclusion, bon, en général, nos introductions, c'est toujours à peu près correct, mais les conclusions, finalement, c'est important. Ah, mais c'est Et donc, très important. ils m'ont beaucoup reproché ça. C'est peut-être un des seuls reproches, c'est que la conclusion, elle était trop courte, il n'y avait pas une grosse synthèse, parce que je faisais des Oui. transitions, je faisais des synthèses à chaque partie, à chaque synthèse, etc. Mais l'aspect un petit peu vraiment faire aboutir le comparatif jusqu'à la fin, je ne l'ai peut-être pas fait assez. Et après, j'étais vraiment dans l'idéalisation de cette poétique de ces auteurs-là, parce qu'ils se connaissaient entre eux, ils se rendaient hommage entre eux, enfin, c'était très beau, quoi. Mais Donc, tu bon, étais transporté. voilà. C'était le côté un peu poétique, on va dire. Voilà. C'est ça. Voilà. Et D'ailleurs, Pajot m'avait dit de le publier, puis je ne l'ai pas fait, parce que, bon, le temps a passé, j'aurais dû. Mais bon, c'est fait, c'est fait. oui, C'est pas grave. t'as fait d'autres choses. Et Voilà. dis-moi, bon, Je suis ce consacrée soir, à mes étudiants. c'est ça. Alors, ce soir, on se dit, tiens, je lirais bien un beau poème caribéen pour fermer cette journée. Je lis quoi? Tu me conseilles quoi? Ah, mon Dieu. Je veux dire, pour ceux que je connais les mieux, c'est Nancy Moréhong. Elle en a fait des très beaux. Euh, On Lequel? c'est mon Dieu, il y en a beaucoup. Ah non, là, il faut Moi, que tu en j'aime beaucoup. choisisses un. Ce soir, moi, j'en lirai qu'un. J'ai pas le temps, mais je euh, veux en lire un. J'ai fait mon anthologie la bilingue avec Modeste Aswad, mais je ne l'ai pas mis celui-là, mais je l'aime bien. Attends, il y a Persona, il y a bien sûr de la Morenné, mais ce n'est pas celui que je préfère. Il y en a des très beaux, mais des fois des tout petits, tout petits. Il y a la Séléchi, une élégie, c'est des choses, parce que ça rend hommage aux gens du commun, mais aussi aux poètes. Alors, un poème, mais il y a Guyenne aussi que j'adore. Je sais quoi. Oui. On va dire Nancy Moréhong, c'est la place aux femmes. Bon, Lisez le poème Persona, qui est tiré de Carbone Silvestre, qui est un poème de 2005 par là, ou sinon son dernier chant, là, Madrigal para un Príncipe Negro, qu'elle a écrit en hommage à l'homme qui est mort sous les coups de la police aux États-Unis, George Floyd, oui. l'année dernière, oui. Qui est un chant, en fait, un chant épique, lyrique, comme ils savent très bien les faire dans ces périodes-là. Mais bon, c'est vrai que l'Ailehia dans le Carbone Silvestre,
pour aller dans. C'est après ma thèse, donc là, je peux y aller. C'est 2005, je crois. Il y en a des très beaux, hein, des magnifiques. Là, il y a vraiment des poèmes très, très beaux, consacrés justement à tous ces personnages de la Caraïbe, historiques, hein, des poètes, mais aussi des artistes et des chanteurs, puis des gens du peuple. Hein. La Havane, hein. La Havane, c'est sa ville natale. Il y Bon, a de ben très beaux. on Voilà, va, on merci. va, on va lire ça ce soir pour Merci finir cette beaucoup. belle journée. Je te remercie beaucoup, Sandra.